c'est Zoriana, bonjour. Bonjour. Merci déjà d'être présente ici. Tu es la présidente des étudiants ukrainiens de France. On va pouvoir parler avec toi dans quelques minutes de la situation en Ukraine, de ton point de vue, de ton regard, parce que forcément, même si tu es en France aujourd'hui, tu es en contact avec beaucoup d'étudiants ukrainiens qui sont présents aussi et qui ont parfois aussi beaucoup de proches qui sont logiquement présents en Ukraine. Donc, merci d'abord pour ta présence et on va pouvoir du coup parler dans quelques minutes. On a tout de suite une personne avec nous qui est actuellement qui est étudiante à Kiev, en Ukraine. Ola, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends ? Ce serait déjà une bonne première étape. Oui, je vous entends. Très bien. Ola, bonjour. M'entendez ? Déjà, merci beaucoup pour ta présence et pour ton temps aujourd'hui dans une situation et une période qui forcément est très compliquée. Merci de prendre le temps. Tu es étudiante à Kiev, actuellement en Ukraine. Tu es encore à Kiev aujourd'hui ? Ah oui, je suis toujours à Kiev. Est-ce que tu peux nous décrire déjà la situation ? Comment se sont passés pour toi ces derniers jours en tant qu'étudiante à Kiev ? Comment se sont passés pour toi les derniers jours ? Et forcément, j'imagine que c'est à partir de jeudi et jusqu'à encore aujourd'hui, c'était des journées très perturbées, très difficiles. Comment est-ce que tu les as vécues, ces journées-là ? Bien sûr, c'était une semaine très difficile. Donc ça fait déjà une semaine que la Russie a envahi, a fait l'invasion d'Ukraine, mais j'ai l'impression que ça fait déjà, je sais pas, un mois, parce que tous les jours sont entremêlés. Je dors très peu. Et donc, parfois, je ne comprends si les choses se sont passées il y a un jour ou il y a une semaine. Donc, c'est vraiment difficile. Et actuellement, je suis dans le métro. C'est mon abri pour la nuit et pour la majorité de la journée depuis quelques jours, parce que mes premiers jours, je passais chez moi, mais on est descendu dans l'abri, donc dans le sous-sol de notre immeuble. Mais premièrement, c'est pas sûr parce que ce n'était pas fait pour ce but, donc ce n'est pas vraiment l'abri, donc c'est juste le sous-sol où on s'est caché de ces bombardements. Et ensuite, c'était vraiment très difficile d'y trouver parce que les fusillades, les bombardements, les explosions, on les a entendus très très bien, et donc c'était vraiment difficile d'y vivre parce que c'est toujours le stress, c'est impossible de s'endormir. Et c'est pourquoi j'ai décidé qu'il vaut mieux peut-être passer le temps dans le métro, parce que c'est calme, c'est silencieux et c'est sûr. Donc je sais que quoi qu'il arrive à Kiev, donc ici je suis dans la sécurité. C'est ce qu'on a eu l'occasion de voir, un certain nombre d'images justement dans le métro de Kiev avec beaucoup de personnes qui étaient présentes. Toi, la vie du coup aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'organise ? Tu passes la majeure partie de ton temps dans souterrain, tu as quand même l'occasion de sortir. J'imagine qu'il y a aussi des besoins qui sont nécessaires, d'aller faire des courses ou autres. On a vu aussi des longues files d'attente pour aller faire les courses. Pour faire ces choses du quotidien, comment est-ce que tu t'organises aujourd'hui pour t'en sortir ? Alors, j'y passe les nuits et après, le matin, je sors et donc je rentre chez moi. Donc, je prends la douche, je mange, je cuisine un peu de nourriture. Et aussi, je peux aller faire les courses ou aller acheter des médicaments. Et vraiment, il faut faire les cours, notamment si je veux faire les courses le matin quand il y a beaucoup d'aliments. Mais après dire qu'il n'y a pas beaucoup d'aliments parce qu'on a des problèmes avec la transportation, donc juste on peut pas remplir les stockages. Et donc c'est pourquoi ça fait déjà presque une semaine qu'on n'a pas de lait, qu'on n'a pas de céréales, des conserves, mais quand même on a beaucoup de bénévoles qui nous aident, qui s'occupent de transportation, qui aident les gens dans le besoin. Donc, il n'y a pas de faim. Tout le monde mange, mais oui, parfois c'est difficile parce qu'il y a des gens qui passent presque toute la journée, toute la nuit dans l'abri. Et si on parle de Kharkiv ou si on parle des alentours de Kiev, il y a aussi des bombardements sévères. Et donc, moi, personnellement, je connais les personnes qui ne sortent pas de l'abri
Et ça, c'est vraiment c'est trop difficile. C'est forcément très dur à entendre. Ola, je te propose de rester avec nous. Je vais te reposer une question, si tu le veux bien, dans quelques minutes. Et je te remercie encore une fois pour ton témoignage. Zoriana, quand on entend ça, on entend qu'il y a forcément une vraie difficulté pour les Ukrainiens qui sont présents à Kiev notamment, mais pas que, dans d'autres villes ukrainiennes. Qu'est-ce que tu souhaiterais demander, toi, aujourd'hui, à la France ou aux autres pays occidentaux? Comment est-ce que tu vois cette situation et la mobilisation de la France aujourd'hui là-dessus? Je vois ça d'un œil très positif. Je trouve que la France est très mobilisée. Les gens sont extrêmement solidaires. On le voit notamment. On reçoit toujours énormément de demandes de la Tu peux te part. rapprocher du micro, juste Oui, désolé, comme pardon. ça, il n'y a pas de... T'inquiète. On reçoit plein de demandes de toute la France, des offres d'aide, que ce soit au niveau de l'hébergement, que ce soit au niveau, pour envoyer des dons. C'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. C'est une mobilisation qui est importante. Par ailleurs, on a Oui. vu aussi des manifestations qui ont eu Il y a l'occasion même de des gens qui partent à la frontière, carrément. Ils partent en voiture à la frontière polono-ukrainienne pour accueillir des familles. Et si nous, si des gens là qui nous regardent veulent aider les Ukrainiens et ne serait-ce que justement des personnes comme Ola, des habitants à Kiev ou autres qui sont présents ici, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français aujourd'hui pour aider les Ukrainiens dans cette situation? Alors, il y a 2 moyens, non 3. Alors, le premier, c'est notre QG à Paris. C'est la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand, boulevard Saint-Germain. Okay. Et, à Paris, dans le 6e. Et là-bas, si les gens veulent, ils peuvent apporter tout ce qui est couverture, besoins de première nécessité, nourriture non périssable. Voilà. Il y a d'ailleurs une liste sur le site de la cathédrale. Okay. Voilà. Sinon, il y a une cellule de coordination qui a été créée par l'ambassade et différentes assos ukrainiennes, dont la mienne. Alors, c'est pour créer une plateforme qui centraliserait toutes les offres d'aide. Mais pour le moment, c'est pas encore au point parce que c'est extrêmement compliqué à... J'imagine, ça prend un peu de temps à mettre en place. Et ça, du coup, on pourra peut-être le retrouver sur... Il y a une adresse mail. Ok. C'est aider.ensemblea@gmail.com. Très bien. On va le mettre dans le chat pour ceux qui le souhaitent. Une petite question d'ailleurs technique, c'est ces choses qui sont récupérées par exemple en France pour être acheminées en Ukraine, à Kiev par exemple, mais pas que. Comment est-ce qu'ils sont acheminés Par camion. Par camion, ok. Par camion. Et il y a moyen aujourd'hui de le faire. Les Ukrainiens s'organisent, ils louent des camions et ils font le transport. C'est important et donc on va pouvoir remettre du coup le lien de l'adresse mail directement dans le... Et je voulais dire aussi que j'allais créer une cagnotte à destination de toutes les universités de France, de toutes les grandes écoles, pour aider les réfugiés et les gens qui sont sur place. Très bien, on va pouvoir suivre tout bientôt. ça, sachant que par ailleurs, alors la question c'est, est-ce que le aider c'est EZ ou ER sur le mail? ER, très bien, on va pouvoir le mettre du coup dans le chat. Si Ola, tu es encore présente, j'avais une question à te poser, puisque on a vu le président ukrainien Zelensky appeler les citoyens, la population à prendre les armes et à participer, à résister contre Vladimir Poutine et contre l'invasion des Russes. C'est quelque chose que tu as pu voir, toi, dans ton entourage? Non, moi non, parce que je vais à Kiev et donc Vladimir Zelensky a parlé notamment de ce qu'on appelle ici la défense territoriale. Donc ce sont les gens qui ne font pas maintenant le service militaire, donc qui ne sont pas obligés d'aller, donc d'être mobilisés en fait, mais qui ont décidé volontairement d'aller défendre leur ville, leur village. Et donc, dans cette défense territoriale, ils peuvent combattre, donc ils peuvent prendre des armes et combattre, ou ils peuvent organiser quelques sécurités de gens dans le métro, par exemple, ou faire d'autres choses. Et donc, c'est là où on peut vraiment obtenir les armes, même sans aucune expérience militaire. Mais ici à Kiev, c'est assez difficile de s'inscrire dans cette défense territoriale parce qu'il y a trop de gens qui veulent le faire. Et donc, vraiment, les gens font les queues pour aller défendre Kiev. Et c'est vraiment fou. Donc, en toute Ukraine, et donc, il y avait plus de 100 000 personnes qui se sont inscrites dans cette défense territoriale juste en 3 jours. Donc, volontairement, ça veut dire que vraiment les Ukrainiens sont très mobilisés
et chacun est prêt à, je sais pas, risquer sa vie pour défendre l'Ukraine et défendre la ville. C'est ce que j'allais te demander aussi, l'état d'esprit que tu vois autour de toi, que ce soit les personnes que tu croises dans le métro, même en général ces derniers jours, c'est quel état d'esprit? Puisqu'on voit, nous, dans l'actualité, on a parlé de ce convoi russe de 64 km de long qui approche progressivement de Kiev. On a entendu parler de ce rapprochement et plus largement du discours de Vladimir Poutine. Quel est l'état d'esprit, selon tout, quel est déjà ton état d'esprit à toi et l'état d'esprit des gens que tu croises à Kiev, notamment en ce moment? Alors, je peux dire qu'il n'y a pas de panique, donc vraiment, je ne vois presque pas les gens qui pleurent beaucoup, qui sont dans l'état hystérique, je dirais, donc il n'y en a pas. Plutôt, tout le monde est vraiment uni et fait confiance à notre armée, parce que, comme on peut voir, l'Ukraine résiste déjà 7 jours. Et elle a fait pas mal. Et donc, on voit vraiment nos soldats ont vraiment cette volonté de notre population d'agir et donc de faire quelque chose. Donc, tout le monde s'entraide, tout le monde se soutient. Donc, si les personnes ne vont pas combattre, donc ils font quelque chose d'autre. Et il n'y a pas de gens qui ne font rien. Et il n'y a personne qui est obligé de faire quelque chose. Donc, mais juste les organisations de bénévoles donc n'ont pas de place vacante vraiment, parce que on a beaucoup de bénévoles, même plus que les gens ont besoin. Et donc oui, c'est pourquoi je dirais que bien sûr on est effrayé de voir ces colonnes de chars qui s'approchent de Kiev. Mais on fait confiance à notre armée, on fait confiance à notre peuple, et le fait que nous sommes solidaires, ça nous aide à vivre ce temps dur. Ola, reste avec nous, on va pouvoir discuter ensemble encore quelques minutes. Zoriana, en tant que présidente des étudiants ukrainiens de France, logiquement, tu es en contact avec beaucoup d'étudiants ukrainiens qui sont présents ici en ce moment. Quel est, eux, leur état d'esprit? Comment est-ce qu'ils vivent la situation? Surtout que c'est une situation particulière de fait pour eux, puisqu'ils ne sont pas avec leurs proches qui sont présents là-bas. J'en connais pas mal qui veulent se mobiliser, qui se mobilisent pour partir combattre pour leur pays. Ouais. Ils étudient ici et ils veulent partir là-bas pour combattre. J'en connais qui partent dans 10 jours. Okay. Voilà. Et donc on sent, tu partages le même sentiment sur l'état d'esprit des Ukrainiens en général, cette volonté de mobilisation. Tout le monde est mobilisé, même dans notre diaspora, je veux dire, même ceux qui ne peuvent pas partir combattre, ils font tout ce qu'ils peuvent pour récolter des dons, pour fournir des aides, pour accueillir des familles. Tout le monde travaille. Il y a une mobilisation qui est importante, et c'est vrai que Ola parlait à l'instant de la question de la panique. C'est vrai que quand on voit le discours de Vladimir Poutine, quand on voit l'avancée de l'armée russe, etc., logiquement, on pourrait penser qu'en fait, on va céder à la panique. De fait, c'est une situation qui est très dure. Tu penses que c'est dû à quoi le fait de ne pas paniquer comme ça, et cette résistance d'une certaine façon des Ukrainiens? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au passé de l'Ukraine et à des conflits qui étaient quand même présents? Les Ukrainiens ont énormément souffert dans leur passé. C'est un peuple martyr. Ils ont été sous domination russe pendant 3 siècles. Ça a commencé au XVIIIe siècle. Et on leur interdisait leur langue, on leur interdisait leur littérature, leur presse. Tout était interdit, ils étaient pris en étau. Et ils ne pouvaient pas s'exprimer. Il y a eu le génocide ukrainien. Enfin, il n'est pas reconnu en tant que tel ici en France. Le Holodomor des années 30, il y a eu 7 millions de morts. On dit, alors il y en a qui disent 4 parce que, oui, c'est 4 dans le territoire strictement ukrainien aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des Ukrainiens... Enfin, l'Ukraine devrait être beaucoup plus grosse, en fait. Les Russes ont déjà bouffé du territoire. Et justement, tu parles de la culture ukrainienne, tu parles de ce peuple-là. Quand on entend le discours de Vladimir Poutine ces derniers jours, il y a un sentiment de délégitimer, disons, l'Ukraine en tant qu'État souverain, évidemment par son invasion, mais aussi par son discours, le fait de dire que, au final, l'Ukraine n'est pas légitime à être réellement un État indépendant. Qu'est-ce que tu ressens quand tu entends ça? Moi, ça me révolte, mais en même temps, je suis tellement habituée. Et puis maintenant, ce qui est réconfortant, c'est que l'opinion publique a compris que tout ce qu'il dit, en fait, c'est bidon, c'est faux.
L'Ukraine. En fait, pourquoi il fait tout ça? L'OTAN, c'est un prétexte, en fait. L'OTAN, c'est un prétexte. Ce qu'il veut, c'est l'Ukraine. Il a toujours voulu l'Ukraine. Il veut recréer une sorte d'empire, un empire russe. Et l'Ukraine, c'est primordial parce que sans l'Ukraine, en fait, pour lui, la Russie n'existe pas. Parce qu'il estime que Kiev est le berceau de la Russie. Or, c'est faux, en fait. Kiev, elle a été fondée au 5e siècle. Moscou, au 13e. Ça n'a rien à voir. Ça a été fondé après la chute de la Russe Ruthénie de Kiev. Donc voilà, il s'est approprié notre histoire et il pense que... Voilà, en fait, c'est comme si, par exemple, la Roumanie disait on veut reconquérir tout le territoire de l'Empire romain et parce que Rome, c'est notre berceau, mais notre capitale, elle sera à Bucarest. Ola, si tu es encore présente avec nous, on le disait, donc pour ceux qui nous rejoignent, une étudiante ukrainienne actuellement à Kiev. Tu es présente du coup à Kiev. Est-ce que tu veux nous montrer un peu où tu te situes en ce moment et ce qu'il y a autour de toi? Ah oui, et donc, comme j'ai déjà dit, je suis dans le métro et je dors dans le wagon. Mais il y a des gens qui s'installent juste comme ça. Donc, vous pouvez les voir. Il apporte les matelas, donc Quelques soucis techniques, mais ça devrait revenir. Ça Ah. Ça a l'air de couper. En même temps, c'était forcément pas évident. Si on te revoit à nouveau. Est-ce que tu nous entends? Oui, maintenant ça va, vous m'entendez? Très bien. Tu peux rester fixe, t'inquiète, tu n'as pas besoin forcément de bouger. Mais donc là, la vie se fait beaucoup dans les souterrains en ce moment. On le voit derrière toi, c'est une station de métro. Toi, tu dors dans un wagon. Et comment s'organise la vie sur place? Chacun a son espace, une forme de mobilisation et de solidarité aussi, j'imagine, pour vivre ensemble au quotidien dans ces conditions forcément très difficiles. Oui, donc oui, bien sûr, les gens ici sont aussi solidaires. Donc tout le monde essaye de se respecter. On a ici les bénévoles qui cuisinent, donc qui apportent de la nourriture, qui nourrissent les gens. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent, donc c'est la vie presque normale, juste souterraine. Il y a les gens qui promènent leurs animaux. Il y a toujours quelqu'un qui joue guitare, donc oui, c'est presque normal. Et il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais quelque chose de mal qui se passe parce que nous sommes tous ensemble dans cette situation et on espère d'en sortir bientôt et rester unis quand même. Une question que je voulais te poser aussi, si tu es encore présente pendant quelques minutes, c'est la question du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui en l'espace de quelques jours est passé d'une personnalité, il faut le dire, quasiment inconnue du grand public, et en tout cas en France, à une personnalité de fait très connue, une sorte de symbole, disons, de cette résistance de l'Ukraine face à la Russie. Comment est-ce que vous le voyez sur place, la question de ce président ukrainien qui vraisemblablement est présent à Kiev, donc la capitale, mais on ne sait pas forcément où pour des raisons évidentes de sécurité. C'est un soutien que vous sentez aussi du côté de la population? Oui, bien sûr, parce que hier ou avant-hier, notre groupe sociologique a publié les résultats du sondage de la population ukrainienne. Et donc maintenant, 92-93% de la population ukrainienne soutient Vladimir Zelensky. Et c'est fou, donc c'est le taux maximum peut-être de tous les temps, de tous les présidents d'Ukraine. Et pour l'information, en décembre, c'était comme 30 quelque chose %, donc le soutien de Vladimir Zelensky. Et donc oui, presque 100% d'Ukrainiens le soutiennent et ça fait du bien de savoir que Vladimir Zelensky reste avec nous, donc il n'est pas aux États-Unis ou ailleurs, il reste avec nous et il combat avec nous. Il y a eu ces propos notamment de Zelensky qui ont été relayés par l'agence Reuters, il me semble, ou AP, je ne sais plus, qui effectivement disait qu'il refusait une exfiltration de la part des États-Unis et qui préférait rester combattre, qu'il avait besoin plus d'armes, il me semble, que d'un taxi ou d'un avion pour quitter l'Ukraine. Une dernière question, Ola, et après on te laissera évidemment partir sur
toi, ton souhait aujourd'hui de rester à Kiev où tu es encore aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tu souhaites rester ou que tu es encore à Kiev aujourd'hui, alors qu'on a vu des centaines de milliers de personnes quitter l'Ukraine ces derniers jours? Alors, je peux pas vraiment expliquer pourquoi je suis là. Donc, juste, je me sentais que je ne peux pas quitter ma ville. Donc, c'est ma ville natale. Et si cette situation est arrivée, donc je veux rester ici, je veux me rendre utile. Et par exemple, parfois j'aide les bénévoles avec quelques services, avec des aliments, avec des médicaments. J'aide notre défense territoriale, donc juste ceux qui habitent à côté de moi, ceux qui ont leur poste à côté de moi, donc je leur apporte ce dont ils ont besoin. Aussi, peut-être il y aura les organisations quelques internationales qui viennent, et donc je vais essayer d'être traductrice, donc je vais essayer de les aider. Et aussi, je communique avec les Français qui planifient de venir en Ukraine pour combattre ou pour aider en tant que médecin. Et donc, je communique avec eux et je planifie de les aider aussi à leur arrivée ici avec les traductions, peut-être avec le logement, avec d'autres choses comme ça. Félicitations du coup pour ta mobilisation là-dessus, et c'est touchant et émouvant de pouvoir t'entendre ici. Ola, merci beaucoup pour ta présence, d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec nous quelques minutes. Je le dis parce que tu le vois pas forcément, il y a une pluie de cœur dans le chat en soutien à toi, et j'imagine plus largement aussi aux autres habitants qui se retrouvent dans cette situation très difficile à Kiev et dans d'autres villes de l'Ukraine. Merci encore, Ola, pour ton temps et courage pour les prochains jours. On restera évidemment en contact et on aura l'occasion peut-être d'échanger à nouveau. Merci encore, Ola, pour ta présence aujourd'hui. Bon courage. Merci. Voilà pour le témoignage de Ola, et on va du coup à cette pluie de cœur dans le chat. C'est forcément un témoignage, je pense, qui était important à avoir, et je te remercie toi aussi, Zoriana, d'avoir été présente pour relier et faire comprendre aussi la situation de ces étudiants ukrainiens qui sont présents aujourd'hui en France. Si tu veux redonner une dernière fois le mail en question ou les éléments vers lesquels se tourner si on le souhaite, en quelques instants, parce qu'après Emmanuel Macron va prendre la parole. Alors, le mail, c'est aider.ensemblea@gmail.com. Sinon, il y a la cathédrale Saint-Volodymyr le Grand à Paris. Pour aller amener, donc qu'est-ce qu'ils recherchent en général? C'est de quoi manger, c'est des couvertures. Ouais. Merci beaucoup encore, Zoriana, pour ta présence aujourd'hui, et peut-être qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau pareil dans les prochains jours pour pouvoir parler de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Merci beaucoup pour ta présence, Zoriana.